Donc, bonsoir à tous, et on est dans la deuxième partie de notre exploration des dispositifs mythico-rituels, de la question des mythes et de la mythologie, de la question des rituels et de leur implication dans les pratiques hypnotiques. Aujourd'hui, cette deuxième partie, sur 3 cours, on va regarder plus précisément l'approche archétypale des mythes dans l'hypnotisme moderne. Et ce qu'on appelle hypnotisme ici, c'est la pratique de l'hypnose, pour essayer de différencier le terme hypnose comme expérience et puis le terme hypnotisme comme pratique de l'hypnose. Pour rappel, on est sur un module de cours en 3 parties. Dans le premier cours, on a fait une introduction générale du propos et on a regardé plus précisément les grandes tendances de regard sur les mythes et les différentes fonctions que pourraient prendre les mythes. Dans ce cours, donc, aujourd'hui, l'approche archétypale. Et puis, dans le troisième cours, on regardera plus précisément la question des rites, la question des rituels et de leur efficacité. Maintenant, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, dans une première partie, on va regarder un petit peu les points de vue de Carl Jung sur les mythes qui vont déboucher sur l'approche qu'on appelle archétypale. Dans une deuxième partie, on va voir les critiques de cette approche jungienne des mythes. Dans une troisième partie, on regardera quelques personnes qui ont suivi et développé le travail de Jung, quelques approches archétypales. Et enfin, dans la dernière partie, qui est vraiment le cœur du propos, on verra comment cette approche archétypale des mythes peut être mobilisée dans l'hypnotisme moderne. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Donc, dans un premier temps, quelle est la position de Jung sur les mythes ? Pour rappel, dans le cours précédent, on avait vu qu'il y a 4 disciplines de recherche qui s'intéressent principalement aux mythes, la linguistique, l'anthropologie, la sociologie et la psychologie, et qu'elles ont 3 objets d'étude à propos des mythes. Quelle est l'origine des mythes ? Quelles sont les fonctions des mythes ? À quoi ils servent ? Et quels sont les contenus des mythes ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et le point de vue jungien, disons la tendance jungienne, c'est de s'intéresser à l'aspect psychologique des mythes, uniquement à cet aspect-là, mais sur tous les objets d'étude. D'où est-ce qu'ils viennent d'un point de vue psychologique, les mythes ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent d'un point de vue psychologique ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a dedans d'un point de vue psychologique ? Si on résume la position de Jung, elle est assez simple à résumer. Les mythes, ils symbolisent des processus psychologiques qui sont inconscients, des processus psychologiques qui sont innés, ce n'est pas des choses qui sont acquises, et des processus psychologiques qui sont communs à tous les êtres humains, qui sont universels. Dans le débat général sur les mythes que j'ai synthétisé dans le premier cours, eh bien, le positionnement de Jung, on pourrait dire déjà dans un premier temps qu'il n'est pas dans une approche littérale, il est dans une approche symbolique. Le mythe, il symbolise quelque chose, il ne décrit pas de manière directe quelque chose. Jung est dans une approche naturaliste, les mythes décrivent des processus naturels, comme le proposaient Taylor et Fraser. Mais ces processus, ce ne sont pas des processus physiques comme le proposaient Taylor et Fraser. Bien sûr, Jung, comme je le disais précédemment, est dans un point de vue psychologique. Pour lui, ces processus naturels sont des processus psychiques. À ce stade-là, il rejoint la pensée de Freud. Pour Jung, tout cela est universel. Les mythes, ça concerne tous les êtres humains, sans exception. Ça concerne le fonctionnement inhérent à l'espèce humaine. Et enfin, il est dans une posture existentialiste où il propose l'idée que, par les mythes, l'être humain peut se situer dans ses expériences et dans son existence. Pour résumer, on est dans un propos qui est réaliste, on n'est pas dans un propos constructiviste. Je vous renvoie au cours sur le constructivisme pour la différence entre ces 2 idées. On est dans un propos qui est une forme de réalisme symbolique, psychologique. Et quand Jung propose ça au début du XXe siècle, c'est une pensée complètement nouvelle et on va voir pourquoi. Ce qui est intéressant de regarder par rapport au premier cours qu'on a donné, c'est qu'on n'est pas dans une approche ritualiste. Donc Jung ne va pas s'intéresser au rituel. On n'est pas dans une approche structuraliste. Il va vraiment s'intéresser au contenu et pas tellement aux structures. Et bien sûr, on n'est pas du tout dans une approche constructiviste et on va en reparler au fur et à mesure de ce cours. Au fur et à mesure de ces recherches sur la mythologie, des recherches qui ont duré pendant une bonne 50aine d'années, au fur et à mesure de ses recherches sur la mythologie, Jung va développer plusieurs de ces concepts. Si on le dit autrement, les grands concepts qu'on connaît de Jung, eh bien, ils viennent partiellement, mais fortement, de ses recherches sur les mythes et sur les contes. Il y a 3 grands concepts qui ont été dessinés, on pourrait dire, par Jung au fur et à mesure de son étude sur la mythologie. La notion d'inconscient collectif, la notion d'archétype et la façon dont, pour Jung, on peut parler de symboles. Pour les détailler brièvement, pour rappel, pour Freud, les mythes proviennent de matériaux inconscients refoulés, mais qui sont acquis dans la biographie. Donc les mythes viendraient de personnes qui, par leur expérience de vie personnelle, ont rédigé quelque chose. Et Jung va s'opposer à cette idée en disant non,
Ils proviennent de matériaux inconscients qui sont impersonnels, qui ne sont pas personnels, qui sont innés, comme des processus psychologiques innés et non pas des événements acquis. Des choses qui sont donc non biographiques et qui sont universelles, qui concernent tout le monde. Et c'est cette universalité de processus psychologiques qu'il voit dans les mythes qui a invité Jung à formuler le concept d'inconscient collectif. Deuxième concept mis en lumière par Jung à partir de ses recherches sur la mythologie, la notion d'archétype, dont on va reparler ce soir, puisqu'on est en train de présenter une vision archétypale. Pour rappel, Tyler et Fraser, dont on a parlé dans le premier cours, proposaient l'idée que les dieux qui sont présents dans les mythes, ces dieux, ça représente les agents de processus naturels du monde. Si le monde existe tel qu'il est, s'il y a des poissons dans la mer, s'il y a des arbres qui poussent dans les forêts, eh bien ces processus naturels viennent du fait de dieux qui sont présents dans les mythes. Et Jung va repartir de cette idée-là dans le début de son travail en disant mais en fait ces dieux, ça représente des agents de nos processus psychiques. Alors je le fais ici avec mes mouvements parce que on a souvent cette correspondance entre psychisme et cerveau. Les dieux représentent des agents de processus psychiques. Et l'humain, il projette sur le monde des dieux, des divinités qui existent avant tout dans son propre esprit. Pour prendre un exemple simple, c'est l'exemple des constellations. L'humain, à un moment, regarde le ciel, c'est un phénomène naturel. Il voit des points de lumière dans le ciel et il les relie en y attribuant un pouvoir divin. Il y a donc bien dans cet acte-là une projection depuis l'esprit humain de Dieu en direction du monde. Clair ? Ok. Et pour lui, la genèse des mythes, eh bien, c'est cet acte de projection, des projections inconscientes de capacités qui dépassent les capacités humaines habituelles. Et c'est à partir de toutes ces idées-là que Jung va proposer d'utiliser le terme archétype. Alors qu'est-ce que ça veut dire archétype ? C'est un terme qui n'est pas clairement défini. Quelques citations, donc tous les mots qui sont ici viennent directement du travail de Jung, du moins de ses traductions en français. Donc, quand il le présente, il n'est pas très clair, des fois il se contredit un petit peu, mais il essaye de donner une direction générale. Pour lui, il s'agirait de modèles inconscients. Modèle, je prendrai du temps à le décrire, mais ça rejoint ce qu'on avait vu dans l'Imaginal à propos de schémas préformés de la pensée. Des modèles généraux, en anglais ce qu'on appelle des patterns. Des images inconscientes des instincts, des modèles de comportement. Et Jung le dit dans le milieu de ses travaux que pour lui, ce qu'il appelle archétype est assez proche de ce que les comportementalistes, behavioristes, appellent des modèles de comportement. Pour lui, il s'agit de contenus qui viennent de l'inconscient collectif, des contenus qu'il nomme archaïques et primordiaux ou originels, et là il faudrait remettre dans le contexte du texte d'origine, dans le contexte social du texte d'origine. Mais il dit aussi que il y a autant d'archétypes que de situations typiques dans la vie. Et il dit à ce stade-là, du coup, on est parti pour des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'archétypes. Pour lui, il est impossible de les représenter consciemment parce que ce sont des contenus inconscients. Et Jung fait toujours une séparation, une opposition frontale entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Et il tend à réifier ces instances en disant il y a le conscient et l'inconscient. Et pour lui, ce n'est pas possible de représenter consciemment ces fameux archétypes parce qu'ils appartiennent au royaume de l'inconscient. En revanche, ces archétypes s'expriment et par l'activité humaine, ils peuvent prendre des formes d'images universelles, des formes dans les mythes, des formes dans les contes, dans les rêves et dans les visions. Ce qui nous amène au troisième point, le rapport de Jung à la notion de symbole et de symbolisation. Pour Jung, le mythe est universel. Les motifs qui sont dans le mythe sont universels, mais toutefois, le mythe prend une forme culturelle. Et sur une culture ou sur une autre culture, à partir d'un mécanisme universel, à partir d'un motif universel, ça va prendre des habillages culturels différents. Pour lui, les archétypes sont transmis par l'hérédité. Donc vous voyez, on est quand même vraiment dans la logique de quelque chose qui est presque matériel pour Jung. Pour rappel, Jung, contrairement à ce que beaucoup de gens lui prêtent, Jung est un matérialiste. Et il défend dans ses écrits, il explique pourquoi il est dans une posture matérialiste. Pour Jung, les archétypes sont transmis par l'hérédité et les symboles qui vont donner l'habillage des archétypes, eux, ils sont transmis par la culture. Enfin, un être humain, un homme d'une culture particulière, va adhérer aux symboles de manière particulière, de manière individuelle. Par exemple,
peut-être que nous sommes peut-être majoritairement dans cette salle nés en Occident, mais peut-être que face à la légende de Quetzalcoatl, le serpent à plumes, je crois que c'est une légende maya, peut-être qu'à cet endroit-là, il va y avoir une adhésion à ce type de symbole qui, d'après Jung, renverrait à un archétype qui serait peut-être présent dans nos mythologies occidentales. On a donc une différence entre l'archétype qui est universel, le symbole qui est culturel, et l'adhésion d'un être humain au symbole qui lui est personnelle et particulière. Mais ce qui est important à comprendre chez Jung, c'est que l'archétype, ce n'est pas un symbole. On ne peut pas mettre un archétype égal symbole. Ce serait contraire à sa vision. L'archétype n'est pas le symbole de quelque chose, c'est l'inverse. Il y a des archétypes qui sont symbolisés par différentes formes. Par exemple, qui sont symbolisés sous forme de dieux, qui sont symbolisés sous forme de grandes forces naturelles, comme les ouragans, par exemple, qui sont symbolisés sous forme surhumaine, comme par exemple les centaures, etc. Ce n'est donc pas l'archétype qui est un symbole, mais l'archétype est une forme de processus psychologique qui est symbolisé, par exemple, dans les mythes, sous des formes diverses. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ? Alors maintenant, revenons au mythe à partir de la vision archétypale de Jung. Qu'est-ce que c'est un mythe d'après Jung ? Je vous ai pris des citations qui viennent de deux époques différentes. En 1928, il propose « Les mythes sont des révélations de l'esprit préconscient, des manifestations involontaires d'événements psychiques inconscients. » Et on voit bien qu'ici, il est en train d'utiliser la nomenclature de la première topique de Freud. En 1928, toujours, il propose « Le mythe n'est rien d'autre qu'une projection de l'inconscient et ça ne peut pas être une invention consciente. On ne peut pas volontairement inventer le mythe. » C'est sa proposition. 15 ans plus tard, en 1943, il propose « Le mythe, c'est le langage, naturel et originel, c'est le langage de processus psychologiques et aucune formulation intellectuelle ne peut s'approcher de la richesse et de l'expressivité de l'imagerie mythique. » Une imagerie mythique que nous avons largement développée dans notre module de cours sur l'imaginal. Si on revient au cœur de cette dernière citation, pour lui, le mythe est un langage de processus psychologiques. Alors qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Un langage de processus psychologiques. Alors on va explorer ça dans la suite. Mais à partir du moment où il donne ces définitions-là, eh bien ces définitions vont pouvoir s'appliquer à d'autres choses que ce qu'on a appelé les mythes dans le premier de ses cours. En l'occurrence, à partir d'une telle définition, il va pouvoir rapprocher les mythes des contes, des légendes, des métaphores. Et ça rejoint la question que tu avais soulevée, Grégory, auprès de Silvia Mancini, qui avait présenté, elle, les mythes dans une vision non jungienne. Et si ma mémoire est bonne, tu lui avais dit, mais et les contes dans tout ça ? Eh bien, du point de vue de Silvia Mancini, on était dans une opposition frontale entre mythes et contes, qui sont des objets de nature différente. Ici, du point de vue jungien, nous serions dans une... pas dans une homologie, mais dans une... en fait, ils seraient de même nature, les mythes et les contes, dans une perspective jungienne. Point important à noter, dans tout ce que j'ai pu voir sur la préparation de ces cours sur les mythes, il n'y a que dans l'approche archétypale qu'il y a une confusion ou qu'il y a un rapprochement entre mythes, contes, légendes et métaphores. Regardons maintenant quelles sont les fonctions des mythes dans les points de vue jungiens. Robert Segal, en 1999, dans son ouvrage Théoriser sur les mythes, malheureusement ce n'est pas traduit en français, Theorizing about Myths, il relève 5 fonctions principales des mythes. La première, c'est ce qu'il appelle révéler l'inconscient, au sens où il y aurait un inconscient chez Jung qui cherche à communiquer avec le conscient. Alors, je suppose qu'ici, dans une école d'hypnose, c'est un propos qui parle à beaucoup de gens. Cette idée qu'il y aurait quelque chose qui est inconscient, qui a une agentivité, et qui cherche, qui essaye de contacter une autre instance qui s'appellerait le conscient. Et cette idée, eh bien, c'est une idée jungienne. La deuxième fonction, c'est de faire expérience, c'est que nous, êtres humains, nous puissions faire expérience de l'inconscient. Les mythes serviraient donc à pouvoir faire cette expérience, au sens où lire un mythe, écouter un mythe, ça permettrait d'expérimenter consciemment les contenus inconscients qui sont présents dedans et qui sont symbolisés par le mythe. Ici, on pourrait parler d'intégrer consciemment des contenus inconscients. On pourrait parler ici d'acquisition de données inconscientes par une instance qu'on appellerait la conscience. La troisième fonction, c'est une fonction herméneutique. L'herméneutique dont on a déjà beaucoup parlé ici dans les 2 dernières années. Ici, l'idée, c'est que le mythe, il symbolise des contenus psychiques. Et puisqu'il symbolise des contenus psychiques, il va permettre à un patient
d'agir comme un moyen d'accès à des interprétations et des projections. Il s'agit par exemple, dans le cadre de la psychologie analytique de Jung, de proposer un mythe à un patient et de lui dire « Comment est-ce que toi tu interprètes cela ?» Évidemment, sa façon d'interpréter va se révéler via le mythe, et le mythe va être une espèce de forme d'interface pour pouvoir révéler les projections et les interprétations inhérentes aux patients. C'est ce que Jung faisait aussi avec l'analyse des rêves de ses patients. Quatrième fonction, fonction existentielle, qu'on a déjà justifiée dans le cours précédent. Ici, elle permet de reconnecter le monde intérieur de l'être humain et son monde extérieur, notamment les interactions entre un individu et les personnifications de modèles du monde. Eh bien, cette interaction, elle va permettre à cet individu de se situer dans ces thématiques existentielles. Autrement dit, le mythe va permettre de comprendre des expériences de vie par des trames générales qui y sont proposées et symbolisées. Enfin, dernière fonction, c'est une fonction sociale. Et Jung reconnaît le fait que dans les mécanismes psychologiques inconscients, il y a des mécanismes relationnels. En soi, bon, je vais passer ce détail-là. Et puisqu'il y a des mécanismes psychologiques qui sont relationnels, alors le mythe fournit aussi des explications du fonctionnement de la relation humaine et des relations sociales. 5 fonctions, on peut les réduire en 3. Les 2 premières nous proposent l'idée d'expérimenter des contenus inconscients qui chercheraient à s'exprimer. Et les mythes permettraient d'expérimenter des contenus inconscients qui cherchent à s'exprimer comme s'ils avaient leur propre volonté. La deuxième idée, c'est de pouvoir accéder à nos propres représentations, nos propres projections via le mythe. Qu'est-ce que j'y projette et je peux percevoir ce que j'y projette. Et les 2 dernières fonctions, on peut les réduire dans l'idée que les mythes permettraient de nous situer dans nos thématiques existentielles et dans nos thématiques relationnelles. Voilà un résumé en 3 fonctions, des 5 fonctions qui avaient été relevées par Robert Segal dans le travail de Jung. Est-ce qu'on est toujours clair jusqu'ici ? Est-ce que c'est OK pour toi si je prends les questions à la fin ? Okay. Tu la gardes pour la fin, et si la suite du cours n'y a pas répondu, on regarde. Ça me permet de garder le fil de ma pensée. Mais si c'est pas OK, on peut. Jung s'intéresse également à la question de l'interprétation des mythes et des motifs mythiques, des symboles qui sont présents dans les mythes. Il propose une méthode d'interprétation qui paraît un peu triviale. Pour pouvoir interpréter les mythes, en fait, il faut 1. Percevoir les symboles qui sont dedans, et 2. Les décrypter. Alors, évidemment, ça ne tient pas la route. Parce que Jung va très vite dire qu'en fait, il n'y a pas d'interprétation générale et commune des mythes. Et c'est étrange, parce qu'il nous dit pourtant que c'est universel. Mais pour lui, vous allez voir, l'articulation logique est assez précise. Pour lui, les symboles et les mythes, ce sont des projections de contenu inconscient. Mais on ne peut pas les interpréter consciemment, parce que pour lui, conscient et inconscient, ça ne se connecte pas. Donc de toute façon, on ne pourra pas les interpréter consciemment, on ne pourra pas, par ce qu'il appelle la conscience, accéder de manière exacte à ce qu'il appelle l'inconscient. Or, pour lui, pour chaque mythe, il y a une multitude d'archétypes. Il n'y a pas dans un mythe 1 ou 2 archétypes. Dans chacun des mythes, il y a tout un ensemble d'archétypes qui sont présents, qui sont en interaction et qui sont en mouvement. Et pour chaque archétype, il y a une multitude d'interprétations possibles. Donc vous prenez multitude d'archétypes multiplié par multitude d'interprétations, ça fait du multitude au carré d'interprétations possibles. Et enfin, il y a une adhésion individuelle au mythe. En effet, en fonction de sa culture, en fonction de ce qui arrive à un être humain particulier, son rapport au mythe va lui être très particulier. Et vous savez, c'est l'expérience qu'on peut faire d'aller voir un film au cinéma, et le film fait profondément sens pour nous. On a l'impression que le film parle de nous et de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous arrive, ou de ce qu'on voudrait qu'il nous arrive, ou de ce qu'on voudrait qu'il ne nous arrive pas peut-être. Et là, on retrouve bien dans cette expérience qu'on connaît tous la notion d'adhésion individuelle au mythe. Et de ce point de vue, Jung dit c'est ça l'interprétation du mythe. Elle est toujours individuelle. La question qu'on pourrait poser à un individu, c'est en quoi ça fait sens pour toi? Quel sens tu y attribues? Quel sens tu y vois?
qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton interaction avec le mythe. Et Jung, il joue toujours sur cette petite finesse-là. Hein. C'est ce qu'il fait aussi dans les synchronicités. On avait expliqué le principe de synchronicité dans la première année de cours d'hypnologie. Il y a toujours une petite finesse et une petite frontière entre le tout subjectif d'un individu et le tout objectif d'un monde externe. Et qu'est-ce qui se passe quand les deux se rencontrent. Je laisse ça avec 3 petits points. Pour résumer son idée générale, le mythe, il a un sens universel qui prend une forme culturelle à laquelle on va pouvoir adhérer ou pas de manière individuelle. Et la rencontre de ce sens universel et de cette adhésion personnelle, ça va faire que sur une signification universelle possible, eh bien, il va y avoir une signification personnelle pour moi qui sera différente de la tienne, par exemple, ou de la tienne. Une signification personnelle et particulière du mythe à partir d'une éventuelle signification universelle. Alors je voudrais passer ces 2 slides rapidement, mais ça aurait été vraiment intéressant d'y passer plus de temps. Et je voudrais remercier le travail fabuleux de Jean-Loïc Lequellec sur son ouvrage Jung et les archétypes, un mythe moderne de 2013. C'est un ouvrage que je vous recommande chaudement et c'est ce qui m'a aidé à construire une bonne partie des prochaines slides. Le terme archétype n'est pas une création jungienne et nous sommes dans une culture populaire où nous avons hérité de beaucoup d'idées jungiennes qui sont présentes dans notre culture psychologique locale et pas clairement définie. Où on a tendance à dire « Ah, les archétypes, ce truc jungien », ben, en fait non. Déjà chez Descartes, Descartes est très clair, hein, il dit que l'esprit est composé de archetypus et que ces archetypus, ils sont agents. Donc bah là, en fait, c'est quand même le cœur de l'idée jungienne. Or, Jung ne cite pas Descartes, ce qui pose question. Chez Locke, les archétypes, ce sont des collections d'idées simples que l'esprit va assembler. Et chez Berkeley, les archétypes ne sont pas de nature humaine. Berkeley, qui est dans une forme d'idéalisme religieux, pour lui, les archétypes sont des idées divines. Et nous, nos propres idées, eh bien, ce sont les reflets des idées divines qui sont les archétypes. Et ces 3 auteurs-là, eh bien Jung, il ne les nomme pas. Et c'est aussi pour ça que quand on lit son travail, on a l'impression qu'il est presque à l'origine du terme archétype. Donc quand on creuse un peu, le terme archétype était utilisé par Platon, donc au final, c'est pas si nouveau que ça. Mais le concept qui est sous le terme archétype n'appartient pas à Jung non plus. Donc on pourrait dire que Jung, il a popularisé les idées d'autrui et il y a mis une étiquette qui ne lui appartient pas. C'est OK, hein, il n'y a pas de tort en fait à faire ça. Mais nous, on a tendance à penser que tout ça, ça vient de lui. Notamment, beaucoup plus proche de lui, Adolphe Bastian, anthropologue, avait proposé l'idée qu'il y a des idées élémentaires. Et les idées élémentaires, chez Bastian, elles sous-tendent les idées populaires qui forment les contes et les mythes. Et là, on a une des sources citées par Jung. Bastian propose qu'il y a des schèmes universels, des trames, des schémas universels, qui sont au-delà des cultures et qui expriment ces fameuses idées élémentaires que Jung va rebaptiser des archétypes. Chez Wundt, les mythes proviennent de l'imagination humaine et il y a une âme populaire qui serait la somme des imaginaires individuels. Et ici, on retrouve le prototype de ce que Jung va appeler l'inconscient collectif. Il va beaucoup s'appuyer sur Wundt et des fois détourner un peu ou extrapoler un peu sur les points de vue de Wundt pour justifier son idée d'inconscient collectif. Enfin, chez Lévi-Bruhl, que nous avions déjà présenté brièvement dans le premier cours, il y a des représentations collectives. Je ne l'ai pas précisé, mais la notion de représentation collective chez Lévi-Bruhl vient de Durkheim. Chez Lévi-Bruhl, il y a des représentations collectives qui sont communes à tout un groupe social. Et ces représentations collectives, ces représentations sociales, elles aiguillent la perception. Et ici, on voit déjà un prototype de ce que nous avons présenté dans les cours sur le constructivisme et sur la suggestibilité. Et ces différents concepts, eh bien, forment le cœur de ce que Jung va réunir pour y attribuer le terme archétype. Donc, si on reprend la slide d'avant, le terme archétype, ce n'est pas une création jungienne, et le concept qui est en dessous du terme archétype, ce n'est pas une création jungienne non plus. Voilà, Jung est un bon rassembleur d'idées et poseur d'étiquettes. C'est pas très sympa de le dire comme ça. Alors justement, puisqu'on commence à regarder un point de vue critique sur son travail, allons-y vraiment beaucoup plus profondément. Tout d'abord, il y a une forte critique sur l'universalisme jungien. On le disait au début du cours, pour Jung, il y a quelque chose d'universel dans la psyché humaine et il y a quelque chose d'universel dans les mythes. Et cette théorie qu'on appelle universalisme, c'est-à-dire
quelque chose qui s'appliquerait à tous, qui s'appliquerait à chacun de manière totale. Cet universalisme, on le retrouve à plusieurs niveaux chez Jung. Pour lui, l'inconscient collectif, c'est universel. Pour lui, les archétypes, c'est universel. Et pour lui, les motifs mythiques sont universels. Alors, je vous ai fait un petit schéma de cette idée-là. Il y a les motifs mythiques et folkloriques. Folklorique, ça veut dire à propos des contes. Et il y aurait une correspondance pour Jung entre les motifs mythiques et folkloriques et les motifs que nous avons dans nos rêves, dans nos visions, dans nos fantasmes, etc. Et à côté de ça, il propose deux concepts nouveaux qui sont l'inconscient collectif, qui pour lui est universel, et les archétypes, qui pour lui sont universels. Les archétypes sont ceux qui composent l'inconscient collectif. Est-ce que jusqu'ici mon schéma est clair ? Alors, quand on regarde comment il a construit ces concepts, on voit qu'il a utilisé l'universalité des motifs mythiques folkloriques et celle des motifs des rêves et des visions pour créer son concept d'inconscient collectif universel. Et en même temps, il utilise la notion d'archétype pour justifier l'observation que, ah ben oui, dans les mythes, on voit bien des archétypes qui sont universels. Et dans les rêves, on voit bien des archétypes qui sont universels. Et ça s'appelle une logique circulaire. Le point de départ de la logique est validé par un maillon ultérieur qui vient valider le point de départ. Donc en général, les logiques circulaires, c'est pas, comme tu me le disais Clément, ça ne sent pas très bon en général. Mais là, c'est pire, c'est qu'en fait, il s'est trompé. L'universalisme des personnages qu'on voit dans les rêves, l'universalisme des visions, des délires, ça pose question. Là, actuellement, personne n'en sait rien. Mais l'universalisme des motifs mythiques et des motifs folkloriques, vous savez cette idée un peu qu'on a tous. Ah, les mythes partout sur la planète nous parlent tous de la même chose. Il y a le mythe du déluge, par exemple, qu'on retrouve dans toutes les civilisations partout sur la planète. Donc voilà, je vais le dire pour la caméra, il y a beaucoup de gens, beaucoup de têtes qui font oui maintenant. Eh bien, cette idée-là, c'est une idée de Jung, mais c'est une idée malheureusement complètement erronée. Alors, regardons un petit peu sur quoi je me base pour dire ça, et je vous renvoie, si vous voulez regarder plus en détail, à nouveau à l'ouvrage de Jean-Loïc Lequelec. Antti Amatus Arn, qui est un folkloriste finnois, un folkloriste qui étudie les contes, et finnois, eh bien, qui vit en Finlande. Elle est passée, hein, Romain ? Ça a marché. Parce que c'est rare que les gens rient à mes blagues. Antti Amatus Arn a fait un énorme travail sur les récits, sur les contes, sur les légendes, et eh bien, à une époque où il n'y avait pas les ordinateurs, il a pris 26 000 récits qui étaient disponibles en Finlande, et il les a classés par type de récit. Et à partir des 26 000 récits, il a réussi à dire j'ai identifié 550 types de récits différents. On imagine le temps qu'il y a passé. Ce qu'il appelle un type de récit, c'est un agencement particulier de motifs, c'est-à-dire c'est une séquence de motifs. Et là, on a quelque chose qui est précurseur à l'approche structurale de Lévi-Strauss. Et ce qu'il appelle des motifs, eh bien, ce sont des éléments narratifs minimaux. On pourrait dire, c'est comme l'alphabet du mythe. Comme voilà, les éléments minimaux qui vont constituer le mythe, qu'il appelle des motifs, des unités minimales. Et les universitaires qui ont travaillé à la suite de Arn, qui est vraiment précurseur de toute cette approche, eh bien, ils vont y ajouter des dizaines de milliers de récits supplémentaires. Et Steve Thompson, un folkloriste américain, je ne vais pas préciser cette fois, Thompson, il est allé beaucoup plus loin. Lui, il a dénombré 2500 contes types, donc 5 fois plus. Et il a fait un autre travail, il recense qu'il y a 20 000 motifs, à peu près 20 000 motifs, qu'il a classés dans une classification qui s'appelle le motif index, l'index des motifs. Est-ce que jusqu'ici c'est clair ? Non, c'est pas un motif en fait. Un motif ? Oui. Alors, un motif, c'est un élément du mythe. Par exemple, si dans un mythe, il y a l'idée de un chevalier avec une épée est face à un dragon qu'il doit tuer pour aller sauver une princesse dans un château. Eh bien, là, nous avons différents motifs. Il y a un chevalier avec une épée. Il y a un chevalier qui doit tuer un dragon. Il y a une princesse qui doit être sauvée. Nous avons ici 3 motifs. C'est plus clair ? Je vous remercie pour votre question. Ça nous évitera de faire la confusion avec le terme motif au sens motivationnel. Pour résumer, Arn, 26 000 récits, 550 types. Thompson, 2500 types dans lesquels il dénombre
20 000 motifs différents les uns des autres. Alors je vous laisse imaginer le travail de fourmi de ces hommes. Thomson est mort à 91 ans, et il a passé un bon bout de temps. Et les index de types, donc la classification des types, et les index de motifs, la classification des motifs, permettent de localiser à quel endroit se déploie quel type de compte et quel motif de compte. Donc non seulement ils ont classé les types et les motifs qu'il y a dans les comptes, mais en plus ils ont permis de retracer, on pourrait dire presque entre guillemets géolocaliser, à quel endroit se trouve quel motif dans les comptes. Et là, si Jung a raison, on va les trouver partout, ces motifs, dans tous les comptes sur toute la planète. Et ça ne marche pas. Ce n'est pas le cas. Donc c'est pas grave le fait que Jung se soit trompé. Il y a d'excellentes idées dans ce qu'il a passé avec son approche archétypale. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une culture qui a gardé cette idée universaliste. Et voilà, quand on en discute avec des anthropologues, ils nous disent « Mon Dieu, ce truc universaliste, c'est appuyé sur des erreurs. » Et en effet, là, on peut le constater. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps ici. Sur le texte qui est à gauche, vous aurez les slides en PDF, donc vous pourrez regarder plus au détail. Sur le texte qui est à gauche, on voit une liste de motifs qui mobilise la notion de enfant. Pourquoi ? Parce que Jung, quand il a fait sa démonstration sur les mythes, il l'a fait à partir du mythe de l'enfant, le fameux fripon divin. Et non, en fait, contrairement à ce que dit Jung, non, on ne retrouve pas le mythe de l'enfant partout sur la planète. Il y a des endroits où on ne le retrouve pas et on peut retracer, par exemple, un enfant parle dans le ventre de sa mère, donc on retrouve ça en France, Allemagne, Irlande, dans les récits juifs, perses, indiens, Amérique du Sud, Afrique. On pourrait dire c'est beaucoup. Oui, certes, mais on ne le retrouve pas en Australie, on ne le retrouve pas en Amérique du Nord, on ne le retrouve pas en Asie mineure. Donc non, c'est pas partout sur la planète. Deuxième exemple, enfant parlant dès sa naissance. Un enfant qui parle dès sa naissance, peu importe. On retrouve ça par exemple en Inde, en Irlande, en Italie, dans les récits juifs, dans les récits bouddhistes, en Amérique du Sud, en Chine et en Afrique. Voilà à quel endroit on retrouve ce motif. Quelques éléments qui nous montrent que l'universalisme des motifs mythiques sur lequel s'appuie Jung pour décrire des archétypes universels, non, ça ne marche pas. Regardons maintenant la correspondance que nous propose Jung entre des motifs mythiques, des motifs que j'ai appelés oniriques, donc ceux qui viennent des rêves, des visions, des fantasmes, et les processus psychologiques. Par exemple, Jung définit les archétypes comme étant des motifs de conte. Il y a des endroits où il redonne encore sa description de ce que voudrait dire archétype, et il dit les archétypes, ce sont les motifs des contes, ce sont des composants mythiques. Alors, on peut voir que si on part des archétypes qui pour lui seraient universels, et qui seraient plus ou moins des processus psychologiques, eh bien sur la flèche que j'ai mise vers le haut, ces archétypes se symbolisent sous la forme de motifs mythiques et folkloriques, puis sur la flèche que j'ai fait vers le bas, ces archétypes se symbolisent sous la forme de motifs, de rêves, de visions, de délires, de fantasmes, etc. Et pour lui, il y a une correspondance directe entre ces deux niveaux, les motifs mythiques et folkloriques, les motifs oniriques. Toujours clair ? Et comme son histoire d'universalisme, ça ne marche pas, on serait vite tenté de dire, eh bien, on jette tout à la poubelle. Mais non, ce serait erroné. Donc déjà, enlevons l'idée que c'est universel. Si on enlève l'idée que c'est universel, il resterait quand même des archétypes qui pourraient se symboliser sous la forme de motifs mythiques, pourquoi pas, et puis des archétypes qui pourraient se symboliser sous la forme de motifs que nous avons dans nos rêves et nos visions. Mais il y a encore autre chose qu'on pourrait explorer, c'est que lui, il a l'a priori qu'il y a une étiologie dans un seul sens, c'est-à-dire qu'il y a une causalité en un seul sens. Ça part des archétypes et ça devient des mythes et des rêves. Vous êtes OK avec ce que je décris là ? Mais on pourrait tout à fait répondre, mais peut-être que ces archétypes proviennent des mythes et peut-être qu'ils proviennent des rêves. Peut-être que ces processus psychologiques viennent du fait que nous avons accès à ces contes et à ces histoires. Prenons un exemple. Par exemple, c'est assez à la mode de discuter avec des animaux imaginaires. En tout cas, depuis qu'on a invité notre ami Steve Gallegos dans cette école, on voit que ça crée des choses assez intéressantes. Mais si on y réfléchit 2 minutes, depuis quand il y a des animaux qui parlent et qu'on peut voir dans le monde sensible, c'est-à-dire qu'on peut voir avec nos yeux et entendre avec nos oreilles? Eh bien, plus ou moins depuis Walt Disney. Et en effet, notre esprit est bombardé depuis des dizaines d'années d'animaux qui se tiennent sur 2 pattes et qui nous parlent.
et qui parlent et qui communiquent entre eux. Et voilà un exemple dans lequel nous aurions des mythes modernes, qui pourraient contribuer à nos processus psychologiques jusqu'à aboutir sous la forme de motifs que nous avons dans nos visions. Alors je crois que j'avais fait un petit schéma sur ça. Ça, on va voir ça dans la 4e partie. On repartira de cette idée dans la 4e partie. Et le schéma sera donc à ce moment-là. Si on résume la critique qu'on vient de faire de l'approche archétypale des mythes, 3 critiques. La première, c'est qu'il y a une juxtaposition entre archétype, motif mythique, motif onirique. Et cette juxtaposition, enfin cette correspondance, elle semble un peu hâtive. Première critique. La deuxième, le rapport causal, il n'est pas justifié. Pourquoi ça partirait des archétypes vers les mythes et les rêves? En fait, on ne sait pas. Et puis enfin, et j'ai largement appuyé ça tout à l'heure, il y a une théorie universaliste qui est tout simplement invalide, qui est basée sur une hypothèse erronée que les motifs mythiques seraient universels. Alors, bien sûr, il y a des choses à critiquer dans ce travail, mais il y a aussi des choses qui sont très intéressantes et différentes personnes ont travaillé à la suite de Jung pour explorer différents aspects. Et j'ai choisi d'en retenir 5 ou 6 pour ce soir et de vous présenter ça très brièvement. Si les travaux de ces quelques personnes que je vais montrer vous intéressent, je vous invite bien sûr à les creuser et à lire ces auteurs. Tout d'abord, un auteur dont on n'entend pas souvent parler, Marie-Louise von Franz, qui a été une des grandes collaboratrices de Jung. Elle a commencé à travailler avec lui en 1933. J'ai noté ici jusqu'en 1961, mais en fait ça veut dire jusqu'à sa mort à Jung. Donc ils ont travaillé ensemble pendant une 60aine d'années et elle, dans les sous-catégories jungiennes, elle a notamment développé toute une vaste étude psychologique sur les contes de fées, donc une approche archétypale des contes de fées. Et ces fameuses choses qu'on entend de manière populaire, mais dans les contes de fées il y a des trucs archétypaux, archétypiques, qui parlent en fait de notre propre esprit, qu'on attribue parfois à Bettelheim, qu'on devrait, à vrai dire, attribuer à Dundes, comme je l'avais présenté dans le premier cours. Mais ces idées-là, en fait, du point de vue archétypal, elles nous viennent de Marie-Louise von Franz. Pour elle, chacun des contes de fées décrit un grand principe psychologique qu'elle appelle essentiel, donc une grande trame psychologique, qui va être exprimée par différents types de symboles et différents types d'images. Comme elle est dans une perspective jungienne et universaliste, elle va dire aussi, et on retrouve différents types de symboles et d'images partout sur la planète. Pour elle, les contes représentent l'expérience directe que notre esprit fait de ses propres archétypes. On aurait donc un esprit qui peut expérimenter le monde, mais qui peut aussi s'expérimenter lui-même, et qui peut donc aller à la rencontre de ses propres archétypes. Et pour elle, les contes, c'est la représentation de ce moment où l'esprit se met en lien avec ses propres archétypes, une nomenclature qui colle tout à fait à ce qu'on peut faire avec certaines expériences d'hypnose. Enfin, pour elle, les images archétypales, c'est ce qui nous permet de comprendre nos processus psychologiques inconscients, ces fameux processus psychologiques de l'inconscient collectif, c'est-à-dire ces fameux processus psychologiques qui nous seraient communs à nous tous. Eh bien, les images archétypales nous permettraient de les comprendre, plus que d'en faire expérience, mais de pouvoir en avoir une compréhension intellectuelle. Je laisse ici le travail magistral de Marie-Louise von Franz. Chez Joseph Campbell, dont on avait déjà parlé il y a 3 ans, il y a l'idée du monomythe. Et chez Campbell, tous les mythes peuvent se réduire à un seul et même mythe, qui est le mythe du héros. J'avais présenté brièvement dans le premier cours l'idée que le travail initial sur le mythe du héros, c'est le travail de Otto Rank. Et Campbell est parti du travail de Otto Rank pour vraiment développer, essayer de regarder comment est-ce qu'on peut décrire ce travail d'un point de vue archétypal. Pour lui, ce fameux mythe unique, eh bien, il représente comment l'adulte, et je vais y revenir, c'est important que ce soit une notion d'adulte, comment l'adulte, à un moment dans sa vie, part en chemin, se met en voyage pour aller explorer l'intégralité de sa psyché inconsciente. Et pour lui, tous les mythes parleraient de cette idée-là, d'un homme ou d'une femme qui se met en chemin pour aller à la rencontre de son propre mécanisme inconscient interne et pour y découvrir les archétypes qui le composent. Donc pour ceux qui font beaucoup d'hypnose ou des approches imaginales, je pense que ça peut donner beaucoup de sens. On dit des fois du travail de Joseph Campbell, qui prend cette forme-là, qu'il y a un point de départ et qu'il y a un retour à l'identique. Mais en fait, c'est un propos hâtif. Pour Campbell, il n'y a pas de retour.
une fois qu'on a plongé dans l'inconscient et qu'on est parti se découvrir, on ne peut pas revenir au même point de départ. Certes, dans cette métaphore géographique, on revient au point de départ, mais tout a changé. C'est que quand on revient au point de départ, on perçoit le monde et on se perçoit soi-même en train de projeter sur le monde. Prenons un exemple. Si je fais mon premier grand voyage et que j'ai vécu pendant 30 ans en France, et que je pars pour la première fois en Inde et y vivre pendant 1 an, eh bien quand je vais revenir en France, je suis revenu au même point de départ. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert du monde, des différences culturelles, des différences géographiques, des différences de symboles, des différences d'habitudes, qui font que je vais percevoir mon point de départ autrement. Clair pour mon illustration par les voyages, ça va ? Ok. Et bien de la même façon, pour Joseph Campbell, une fois qu'on a plongé dans l'inconscient, le retour au point de départ fait que quelque chose est présent dans la vision de l'homme ou de la femme qui a fait ce voyage. On pourrait dire que si Otto Rank propose que la voie du héros concerne la première partie de la vie, c'est très psychanalytique, l'apprentissage dans la petite enfance, le début d'individuation avec l'adolescence, le début de l'établissement de la vie adulte. Pour Campbell, cette voie du héros concerne la deuxième moitié de la vie. Et Campbell insiste de manière très claire sur ce point-là. La voie du héros, ce n'est pas la première moitié de la vie, c'est toujours la deuxième moitié de la vie et ça ne peut pas commencer avant le début de l'âge adulte. Voilà, petite précision pour ceux qui sont intéressés à ce genre de travail sur la quête du héros. Voilà la forme que ça peut prendre. On voit ici dans le cercle du départ qu'on est dans le monde ordinaire et puis qu'il y a une plongée. Dans quel sens par là, je crois. Il y a une plongée dans le monde inconscient, avec différentes choses qui vont s'y passer jusqu'à revenir à un niveau conscient. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une connexion avec ce que nous faisons aussi dans les expériences d'hypnose. Troisième développeur ou suiveur du travail de Jung, Mircea Eliade, célèbre anthropologue et historien des religions, controversé. Pour Mircea Eliade, excusez-moi, il faut que je le formule autrement. L'approche de Mircea Eliade sur les mythes, c'est une approche religieuse et c'est une approche littérale. Pour lui, le mythe, ça décrit l'apparition de ce qu'il appelle le sacré. Il y a un ouvrage, oh j'ai oublié de vous mettre la bibliographie, il faudra que je la rajoute. Il y a un ouvrage de Mircea Eliade, je pense que c'est dans les années 50, qui s'appelle Le profane et le sacré. Le mythe décrit l'apparition de ce qu'il appelle le sacré, et plus précisément, le mythe décrit l'origine de tous les phénomènes. Et pour Eliade, les archétypes sont des modèles mythiques qui sont établis par le sacré. C'est le sacré qui va établir les archétypes comme des modèles qui sont présents dans les mythes. Eliade a un point de vue assez... comment dire ça c'est pas un point de vue personnel, mais... on pourrait dire, Eliade a un point de vue qui n'est défendu que par lui, c'est que le mythe, il a un but, c'est de faire expérimenter le sacré. Et je vous laisse aller voir ce qu'il appelle le sacré. Et comment faire pour expérimenter le sacré ? Il y a un moyen. C'est le mythe lui-même qui est un véhicule pour aller faire cette expérience, notamment, et je vous invite à prêter attention à ce truc-là, qui est assez intéressant. Écouter un mythe, ça permet d'accéder au sacré. Lire un mythe, ça permet d'accéder au sacré. Mais avant tout, et plus fort que tout, rejouer un mythe, vivre un mythe, jouer le rôle d'un mythe, ça permet un accès direct à ce qu'il appelle le sacré, qu'il va appeler un acte de régénération de l'être humain. Ça permet à l'être humain de se régénérer. Peut-être qu'un jour, nous prendrons un cours entier pour aller explorer tous ces concepts de Eliade, qui sont parfois assez spéculatifs, mais qui peuvent être inspirants pour la pratique de l'hypnose. Autre personne qui s'est appuyée sur les points de vue archétypaux de Jung, Gilbert Durand, dont j'avais brièvement parlé dans le premier cours sur le module sur l'imaginal, qui a fait cette très grande classification des types de symboles et des types de structures dans son ouvrage « Les structures anthropologiques de l'imaginaire ». Je laisse le travail de Gilbert Durand de côté, puisque nous l'avons déjà présenté il y a 2 ans. De même pour le travail de James Hillman. Alors James Hillman, on a fait plus que le présenter brièvement. Il y a 2 ans, on a fait un cours de 1h30 entier sur James Hillman, donc je vous laisse vous y référer. Et les 2 grands points clés qu'on peut en retenir, c'est l'idée qu'il y a une multi-agentivité archétypale. Donc, je vais décrire ce terme-là pour les personnes qui sont un peu plus nouvelles. Il y aurait des archétypes à l'intérieur de nous, tels qu'on les a définis tout à l'heure,
et ils seraient agents, c'est-à-dire qu'ils auraient une capacité de nous agir, de nous faire agir ou d'agir à travers nous. Ils auraient une capacité d'être à la base de nos actions. Et puisqu'ils sont plusieurs, eh bien, il y a une multi-agentivité. Le point clé dans le travail de Hillman, c'est que le moi, ce que Jung va appeler le conscient, ce que à titre personnel je vais appeler moi, ou je vais appeler ça Cyril, eh bien ce truc-là, pour Hillman, ce n'est qu'un archétype parmi tout un ensemble d'archétypes. Un propos que nous avions bien étayé il y a 2 ans dans le cours sur l'imaginal. Et il nous parlait d'un psychisme polycentrique, c'est-à-dire d'un psychisme qui n'a pas un seul centre qui serait le moi-je, mais d'un psychisme qui peut avoir plusieurs centres simultanés où chacun des autres archétypes gravite autour d'un centre local. Donc voilà, j'avais fait des schémas sur ce cours, donc je vous laisse vous y référer pour en voir un petit peu plus. James Hillman est typiquement un développeur de la pensée archétypale. Enfin, et on va s'échapper un tout petit peu des mythes, mais un développeur du travail de Jung, qu'on n'attend pas souvent à cet endroit-là, Ernest Rossi. Ernest Rossi, qu'on connaît pour son travail avec Milton Erickson, et Ernest Rossi va amener les théories jungiennes dans le champ de l'hypnose et de la pratique de l'hypnose. Notamment, il va amener 2 grands points clés que parfois Milton Erickson va valider de manière un peu détachée, en disant oui, tu peux le voir comme ça si tu veux. Il va amener 2 grandes idées. Déjà, il va amener l'idée dans l'hypnose qu'il y a une dualité entre quelque chose qu'on appelle le conscient et quelque chose qu'on appelle l'inconscient. Et en fait, quand on manipule ce langage dans l'hypnose ericksonienne, hellmanienne ou autre, quand on manipule l'idée qu'il y aurait un conscient opposé à un inconscient, eh bien cette idée, c'est la nomenclature de Jung. Et c'est pour ce point-là qu'il m'avait semblé important de prendre le temps pendant 1 heure pour détailler l'approche archétypale de Jung des mythes. Et on est en train de s'approcher de cette intention de départ. Pour Rossi, il y a, comme pour Jung, le conscient, l'inconscient, qui sont réifiés et qui ont chacun leur agentivité. Et moi, en fait, je crois être le conscient, et puis il y a d'autres choses à l'intérieur de moi qui ont leurs propres pulsions, qui ont leurs propres intentions, qui ont leurs propres objectifs, qui ont leurs propres stratégies, etc. Et on retrouve chez Rossi notre bonne vieille multi-agentivité archétypale. Alors, quand j'ai préparé ce travail, je me suis dit, quand je vais dire ça, ça va grincer, donc il va falloir le prouver. Donc, je l'ai fait. Ce que vous voyez sur ces grandes colonnes, et quand vous aurez le PDF, vous pourrez zoomer pour aller regarder. Ce que vous voyez dans ces colonnes, c'est la bibliographie d'Ernest Rossi, qui est disponible sur son site internet, de 1963 à 2002. J'ai mis 2005, mais c'était une version précédente. Ce que vous voyez en bleu, c'est le travail de Rossi avec Milton Erickson ou sur Milton Erickson. Ce que vous voyez en rouge, c'est le travail de Rossi sur Jung ou sur les approches archétypales. Et ce que vous voyez en vert, ce sont les hypothèses personnelles de Ernest Rossi. Ernest Rossi qui est un grand théoricien, un grand inventeur. Vous verrez souvent la nouvelle approche biologique de la psychologie, la nouvelle approche archétypale. Voilà, il aime bien innover. Donc des fois c'est un petit peu spéculatif. Du moins, je parle des niveaux verts de ces théories personnelles. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant dans sa capacité d'innovation. Et on voit bien avec ces 3 couleurs que d'abord, en gris, au début, il commence sur des choses qui ne lui sont pas très propres. Il va sur du jungien, et là, il se met vraiment sur l'hypnose avec Milton Erickson. Et après, il fait des allers-retours. Il va sur du jungien, il travaille sur l'hypnose, il développe ses idées, il retourne sur du jungien, il refait de l'hypnose, encore du jungien, ses idées, du jungien, ses idées. Il retourne entre ses idées et l'hypnose. Et puis après, dans la deuxième partie de sa carrière, il va vraiment beaucoup plus plonger sur ses propres idées. Et ce que j'ai voulu montrer dans cette slide, c'est dans les 3 premières colonnes, c'est qu'il est dans une perspective jungienne, Ernest Rossi. Et dans son travail avec Milton Erickson, il va, c'est du moins le propos que j'ai proposé juste avant, il va faire un apport des théories jungiennes à la nomenclature de l'hypnose et de la pratique de l'hypnose. Ça ne veut pas dire qu'Erickson est d'accord avec ça, mais nous sommes le fruit de cette intrication entre pratique de l'hypnose, qui est largement documentée dans les sciences qui se sont intéressées à l'hypnose, comme vous l'avez montré Clément dans son module de cours sur les approches scientifiques de l'hypnose, une intrication entre les pratiques de l'hypnose et les nomenclatures jungiennes.
Ce qui nous amène à, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans la pratique de l'hypnose? Comment est-ce qu'on peut mobiliser une approche archétypale des mythes dans la pratique de l'hypnose? Ou même, comment est mobilisée l'approche archétypale des mythes dans la pratique de l'hypnose? Tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aurait une phénoménologie archétypale dans l'expérience hypnotique, du moins dans certaines expériences hypnotiques. En effet, dans certaines expériences hypnotiques, nous pourrions voir apparaître des phénoménologies mythiques. Des fois avec des récurrences interindividuelles, c'est-à-dire que de client à client ou de sujet à sujet, on voit des récurrences. Et il semblerait que ces phénoménologies puissent apparaître sans qu'on en fasse de suggestion. Alors, je donne un exemple. Pour ceux qui connaissent le rêve éveillé dirigé, dans lequel parfois Robert de Soualle nous propose d'aller dans une caverne et d'y rencontrer certains êtres particuliers, eh bien, en effet, nous retrouvons ce type de motif dans les expériences hypnotiques de certains clients. Et je vais donner un exemple de motif que moi j'ai pu expérimenter. J'en ai discuté avec différents praticiens qui l'ont expérimenté aussi, c'est-à-dire qui ont vu leurs clients ramener ce motif depuis leur transe, notamment se faire offrir de la poudre d'or par des fées qui envoient de la poudre d'or ou peignent le sujet de poudre d'or pour régénérer son corps et ses émotions. Donc on ne sait pas trop, mais d'où ça vient en fait ces trucs-là. Maintenant, on l'a montré tout à l'heure, ça pourrait venir simplement des mythes qui ont conditionné les sujets, et les sujets en fait redonnent ces choses-là, réexpérimentent ces choses-là sous hypnose. C'est une possibilité, mais pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus, donc on approche tout ça avec des points d'interrogation. Y aurait-il des phénoménologies archétypales qui se déploient dans l'expérience hypnotique? Quoi qu'il en soit, on voit que dans l'expérience hypnotique, il peut y avoir des transformations de sensations qui sont vécues par certains comme étant des motifs de mythes, de contes et de légendes. Ce qui donnerait du « Ah, je ressens ça et c'est comme l'histoire de ». Ce qui est assez étonnant, ça pose question. On voit des personnes avoir des images archétypales, comme je l'ai décrit là, comme des forces particulières, comme des paysages particuliers, ou des personnifications, comme des personnages particuliers qui peuvent apparaître. Dans certaines expériences hypnotiques, il semblerait que de manière spontanée, il y ait une mobilisation d'archétypes et d'images archétypales. Premier point sur une mobilisation de cette approche archétypale dans l'hypnose. Le deuxième point, je vous rappelle les trois grandes fonctions qu'on a vues tout à l'heure. Expérimenter des contenus inconscients qui cherchent à s'exprimer. Accéder à ses propres représentations et à ses propres projections. Et dans ces deux premières idées, eh bien, on retrouve une fonction herméneutique qu'on avait largement décrite dans le cours sur l'imaginal. Et dans l'idée de pouvoir se situer dans des thématiques existentielles et dans des relations sociales, eh bien ici on retrouve notre fonction noétique, qu'on avait également décrite dans le cours sur l'imaginal. Pour préciser un petit peu, cette fonction noétique, c'est celle qui permet que ça fasse sens, c'est celle qui va créer des idées nouvelles, qui va faire ce qu'on appelle de manière populaire des prises de conscience. Moi j'aime bien l'idée du, ça crée du « aha ». Et à un moment pendant l'expérience, on se fait « oh, je suis en train de comprendre quelque chose, comment est-ce possible que je n'ai jamais compris ça? C'était sous mes yeux ». Voilà, c'est ça principalement, la fonction noétique. C'est plus sympa de le dire comme ça qu'avec des termes compliqués en fait. Mais on est bien obligé d'utiliser des termes clairs pour parler de choses complexes, sinon malheureusement on raconte n'importe quoi. On retrouve en effet dans les fonctions des mythes chez Jung, les fonctions herméneutiques et noétiques que nous avions vues dans la philosophie de l'imaginaire, et nous avions vu que la philosophie de l'imaginaire a tout à voir avec la pratique de l'hypnose. Troisième point, une correspondance entre les motifs mythiques, les motifs oniriques et les processus psychologiques. On en parlait tout à l'heure et je vous avais montré ce schéma. À partir des archétypes, eh bien, depuis les archétypes se symboliseraient les choses sous forme mythique, sous forme de rêve. Et on peut voir que si ça prend une forme littéraire et si ça prend une forme phénoménologique, donc la forme de quelque chose dont on va faire une expérience directe à l'intérieur de nous, eh bien, on peut mettre en question le fait que ces motifs de rêve ou ces motifs mythiques agiraient sur nous comme des apprentissages. Ils nous permettraient d'apprendre, d'acquérir des modèles, d'acquérir des schémas qui ensuite peuvent se redéployer dans nos expériences. Quelques exemples de phénoménologie récurrente. Je le nommais tout à l'heure avec mon exemple de fée avec de la poudre d'or. Toutes les récurrences phénoménologiques qui sont décrites par Robert de Soualle, on avait largement justifié cette chose-là dans le 3e ou 4e cours sur l'imaginal.
Autre exemple, les phénoménologies qui viennent spontanément et qui sont décrites par Stanislas Grof comme étant 4 grandes classes de phénoménologie. Quelques exemples d'apprentissage de motifs. Jean-Loïc Lequelec, dont j'ai déjà parlé aujourd'hui, propose l'idée que eh bien, peut-être que c'est simplement parce qu'on apprend des motifs qui viennent des contes que cela se redéploie dans les rêves. Et là, on pourrait mieux comprendre pourquoi on se retrouve avec des fées qui nous jettent de la poudre d'or, ce qui n'est pas sans nous rappeler le marchand de sable, etc., etc. Dans une approche constructiviste, ce type de schéma, qui est un schéma assez simple, nous permet de faire fonctionner ensemble l'approche phénoménologique et toutes les théories de l'apprentissage. Et tout ça, ça pourrait être la fonction poétique des mythes. Pour rappel, ce qu'on appelle poétique, c'est la capacité à créer du nouveau, la capacité à transformer vers quelque chose qui n'a encore jamais existé. C'est ce que de manière populaire on appelle le changement vers du nouveau. Tout ce mécanisme-là, phénoménologie, apprentissage, pourrait être une fonction poétique des mythes où, en partant des mythes, quelque chose est appris par les processus psychologiques qui se redéploie sous une forme phénoménologique, c'est-à-dire qui se redéploie sous forme d'expériences vécues. Ouais. Et du coup, bien sûr, ça peut se redéployer dans l'expérience hypnotique. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Alors, je vais vous le refaire au ralenti. Nous aurions, dans l'expérience hypnotique, on utiliserait les motifs de l'expérience hypnotique et on les mobilise comme des motifs mythiques et folkloriques. Ça voudrait dire, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant quand tu es dans cette expérience d'hypnose? Il m'arrive ceci, cela. Oh, mais c'est comme le mythe de... Et on vient de mobiliser des motifs qui viennent de l'expérience hypnotique sous forme de motifs mythiques. Est-ce que je suis clair jusqu'ici? Et ça va créer une acquisition de nouvelles données par les processus psychologiques, ou alors ça va aller activer des processus psychologiques qui sont liés à ces mythes. Toujours clair? Et à partir de là, les processus psychologiques vont venir nourrir l'expérience hypnotique. Et dans l'expérience hypnotique, il va y avoir de nouvelles formes qui vont nous arriver et qui vont à nouveau activer quelque chose dans nos processus psychologiques. Et là, on voit que ça fait une boucle. Ça fait une boucle dans laquelle les motifs vécus dans l'expérience hypnotique se mettent en mouvement, mais les processus psychologiques aussi se mettent en mouvement. Et là, on pourrait avoir une théorie archétypale du changement, une théorie archétypale d'une reconfiguration psychologique qui, c'est assez hypothétique ce que je suis en train de dire là, qui pourrait expliquer la fonction poétique de certaines expériences hypnotiques. Donc pour repréciser encore ce mot, qui pourrait expliquer la création de nouveaux, la transformation, la création de changements dans l'expérience hypnotique. Ce qui fait que maintenant, on a, à l'échelle de ce module de cours, on a 2 grandes fonctions poétiques, 2 grandes fonctions qui créent de la transformation chez l'individu dans les mythes. 2 grandes fonctions poétiques dans les mythes. On a celle que je viens de montrer, c'est plutôt le point de vue archétypal, et puis on a celle que j'ai montrée dans le premier cours avec le point de vue de Lévi-Strauss. Donc je vous renvoie au premier cours pour comprendre ce schéma. C'est l'approche structurale. On a mis en lumière dans ces 2 premiers cours qu'il y a une capacité des mythes à transformer l'être humain depuis 2 points de vue. L'approche archétypale qu'on vient de montrer, l'approche structurale qu'on a montrée dans le premier cours. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Et j'aurais pu arrêter le cours là et dire, et voilà, nous avons 2 grandes fonctions que nous avons mis en lumière avec 2 grandes approches, mais je n'ai pas pu résister à la tentation de les greffer l'une dans l'autre, bien sûr. Donc, alors, on en débattait un peu aujourd'hui avec Clément. Ce que je vais vous proposer n'est pas une vérité, ce n'est pas quelque chose qui est publié scientifiquement. C'est un modèle théorique. Pour être même encore plus prudent et pour ne pas dire quelque chose de prétentieux, on pourrait dire que c'est une hypothèse et je laisserai chacun réfléchir à comment vous pourriez utiliser ces choses-là. Et nous, de notre côté, dans notre centre de recherche, nous, on va continuer à explorer ces choses-là pour voir si ça peut être vraiment valide. Là, c'était prudent pour le coup. Alors, l'idée générale, c'est qu'il y aurait 4 domaines. Il y a le domaine du mythique, le domaine du cognitif, ce qu'on étudie dans les sciences cognitives, le domaine de l'hypnotique, ce qu'on étudie dans les sciences de l'hypnose, et puis le domaine phénoménologique. Pour rappel, ce qu'on appelle phénoménologie, c'est ce qui est expérimenté par un être humain. C'est ce qu'il vit, c'est son expérience subjective. 4 domaines. Et
pour vous montrer l'interconnexion de toutes ces idées, j'ai choisi de partir de l'idée qu'il y a pour un client une thématique. C'est ce que j'ai appelé une thématique. Il vient avec quelque chose sur lequel il veut travailler. Un problème sur lequel il se pose une question, un problème qu'il veut régler ou quelque chose qu'il veut devenir dans sa vie, quelque chose qu'il veut changer, un agir, une volonté d'agir sur l'être ou sur le faire. Ce que j'ai choisi d'appeler une thématique. Et le point de départ d'un accompagnement, c'est qu'un client dit j'ai telle thématique. Cette thématique, elle est liée à des structures de représentation. Ce sont les fameuses meaning structures que nous avions présentées dans le module de cours sur la suggestibilité. Cette thématique est liée à des structures de représentation qui sont expérimentées sous forme de représentations subjectives. Et ces représentations subjectives agissent sur la thématique. En gros, notre client est en boucle entre sa thématique, les représentations qu'il en a, qui viennent de ces structures de représentation. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ? Oui ? Ok ? L'idée avec les mythes, c'est qu'on va prendre la flèche orange et on va la détourner. On va détourner la thématique des structures de représentation et on va l'emmener sur autre chose. C'est un geste herméneutique. On va l'emmener sur un contenu mythique. Et comme je l'ai montré juste avant, ce contenu mythique, ces motifs, par exemple, qui viennent des contes ou des légendes, eh bien, ils vont activer des structures de représentation. Et là, on a changé la boucle. Le point de départ était de cette nature-là, et là, on a rajouté quelque chose qui va modifier l'expérience. On va donc déjà commencer à faire de la transformation parce qu'on a rajouté un élément dans son schéma. On pourrait dire que dans sa boucle, avec tout un ensemble de maillons, on a rajouté un maillon. C'est toujours en boucle, mais on a déjà transformé quelque chose. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Là, on est dans l'approche archétypale. Maintenant, on sait qu'un mythe, un conte, une légende, mais au moins un mythe, du point de vue de Lévi-Strauss, ça contient une structure. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le premier cours. Et on sait que cette structure, du point de vue de Lévi-Strauss, elle modifie des opérations logiques. Et que ces opérations logiques vont modifier les structures de représentation, modifier les représentations subjectives, et donc ce qui est expérimenté par l'être humain. Toujours clair ? Ok ? Donc, là on l'a fait en 3 cases. On a une thématique qui est en boucle. On mobilise le contenu d'un mythe pour agir, pour créer une forme de transformation. Le contenu de ce mythe, il a une structure qui, en parallèle, fait un autre type de transformation. Et là, on pourrait se dire, en fait, on n'a pas franchement besoin de l'hypnose pour faire tout ça. Sauf qu'en fait, ce qu'on pointe de manière frontale, c'est d'agir sur la structure de représentation. Et nous avons vu dans notre cours sur la suggestion et la suggestibilité que dans un contexte hypnotique, on a quelque chose qu'on appelle la suggestion qui devient de la suggestion hypnotique et que quand on mobilise de la suggestion hypnotique, eh bien, on vient activer très fortement les structures de représentation. Si j'étais allé au bout de mon animation, j'aurais fait faire un gros zoom comme ça aux structures de représentation pour dire qu'elles se mettent en mouvement. Je n'ai pas trouvé comment faire. Avec les suggestions, en contexte hypnotique, avec les conditions de l'hypnotisme, et là je vous laisse vous référer tant au module de cours que nous avons donné sur la suggestion et la suggestibilité qu'au module de cours qui avait été donné par Clément sur les sciences de l'hypnose. Avec ces suggestions, en contexte hypnotique, on va activer fortement les structures de représentation. On en parlait aujourd'hui avec Kevin Finel en terminant ce schéma en équipe, et on se disait, en fait, ça vient fortement favoriser la possibilité de ce changement. Ici, il pourrait y avoir du changement. Et ce qu'on défend, c'est qu'avec l'hypnose, eh bien, on va fortement favoriser le changement. Je vous le remontre encore. Ici, sans hypnose, la mobilisation d'un mythe comme illustrant la thématique existentielle ou relationnelle de quelqu'un pourrait créer du changement. Et nous défendons l'idée qu'avec l'hypnose, ça va fortement favoriser la possibilité de ce changement et de cette restructuration. Mais pour finir, si on mobilise l'hypnotique dans une telle situation, eh bien, il peut y avoir des motifs de l'expérience hypnotique qui vont s'allumer dans l'espèce de monitoring humain que nous sommes. Je n'aurais pas dû le dire comme ça, mais c'est fait. Je peux avoir une expérience directe de motifs qui vont s'afficher sous forme d'images, sous forme de sensations, sous forme d'idées, sous forme d'émotions, etc.
Et si ces motifs viennent, eh bien ces motifs, eux aussi, vont venir agir sur la thématique. Et nous avons ici un schéma complet de transformation dans la mobilisation des mythes pour une thématique donnée avec l'hypnose. Et je pense que quand on voit la complexité d'un schéma comme ça, on comprend mieux pourquoi il y a des quiproquos sans fin. Ah, mais le mythe, c'est parce qu'il y a projeté quelque chose. Ah, mais le mythe, c'est parce que la structure du mythe a agi comme ça. Ah, mais le mythe, c'est parce que le mythe, ça crée de l'hypnose. Et vous voyez, si on ne s'y prend pas de manière calme, pour regarder les différents domaines, pour regarder étape par étape comment ça pourrait s'organiser tout ça, eh bien on tombe dans un immense champ de quiproquos, ce que ici dans cette école on essaye d'éviter de faire au maximum. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça ? Quelle mobilisation de l'approche archétypale des mythes dans l'hypnose ? Eh bien peut-être avant tout une mobilisation dans la suggestion, une mobilisation qui nous permettrait du recadrage. Deux possibilités, on pourrait en trouver plein d'autres et on va en débattre après. Tout d'abord, on pourrait utiliser les mythes, les contes et les légendes comme des métaphores suggestives et comme du recadrage. Parce que si on regarde au détail, le schéma que j'ai montré là, c'est un schéma de recadrage. On a un cadre de départ, on change le cadre, on agit sur la structure de départ, on renforce tout cela par un contexte hypnotique qui permet aux structures de représentation de bouger, et pendant ce temps-là, le client dit « Oh mon Dieu, c'est une fée qui jette de la poudre d'or ». Mais pendant qu'il vit ça, il y a un recadrage, un changement de cadre. On pourrait donc voir les mythes, les contes et les légendes comme des métaphores suggestives et comme des métaphores qui créent du recadrage, qui vont créer un moyen d'accès à des processus psychologiques, qui vont créer de la prise de conscience et qui vont créer du changement. Et on se retrouve exactement comme dans notre module sur la philosophie de l'imaginaire, avec les trois fonctions clés, herméneutique, noétique et poïétique, qui représentent donc accéder à des processus psychologiques, avoir des prises de conscience et favoriser du changement. Enfin, deuxième possibilité, nous pourrions mobiliser les mythes comme des schémas universels de thématiques particulières, comme des schémas génériques, comme des schémas généraux de la thématique particulière d'un client, une thématique existentielle ou une thématique sociale ou relationnelle. Nous pourrions avoir notre client qui est dans sa thématique personnelle, et à partir de cette thématique personnelle, on pourrait aller mobiliser la thématique générique, la thématique archétypale de sa situation pour aller la transformer et la transformant, laisser sa situation à lui se transformer. Et en faisant cela, nous pourrions mobiliser les mythes comme des schémas universels de thématiques particulières en vue de transformation de contenu. Voilà, on va arrêter ici pour ce soir. On va prendre un temps pour les questions-réponses et pour débattre de tout ça. Et je vous remercie pour votre attention.